Attends, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Então, boa tarde a todas, a todos e todes. Vou fazer uma abertura em português, professor Thierry, primeiramente. Temos aqui o professor Thierry Guilbert, que é o nosso convidado para uma das conferências na segunda jornada do GPDIS. O professor Thierry, ele é um parceiro, né, dos estudos de análise de discurso, trabalha na Universidade Jules Verne, na Picardie, né, recebe pesquisadores de doutorado, tem um vínculo já com o Brasil de longas datas, né, professor? Esteve na minha banca de tese, e temos aqui também a presença da querida Maísa Ramos, que está organizando a segunda jornada do GPDIS, comigo, é membro do GPDIS, e a querida Josemara, que veio também prestigiar e, eventualmente, vai, no final, ter algum tipo de comentário, reação, pergunta, para a gente guardar alguma interação que nós não vamos ter no ao vivo, né, porque esta conferência está sendo gravada em outro dia, que não o dia que ela vai ser veiculada no canal do YouTube. Je passe donc au français maintenant. Je te remercie, Thierry, d'avoir accepté de participer à notre journée d'études. C'est la deuxième journée du GPDIS. C'est un groupe d'analyse de discours qui cherche à penser les questions des genres, des races, une certaine mémoire de la colonisation, les questions de l'actualité, et qui est issu notamment d'un groupe que tu connais très bien, qui est le groupe Mulheres em Discurso, de l'Unicamp. Oui. Donc, voilà, je te passe la parole. Nous allons éteindre notre caméra, nous serons là. Et à la fin, on pourra éventuellement ouvrir les caméras, d'accord, Josemara, Maísa, si vous êtes toujours là. Ok. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou muito feliz de fazer esta palestra aqui no Brasil, um país que eu gosto muito desde muito tempo. E eu quero agradecer à senhora Glória França pela sua invitação, que faz muito prazer e é um grande honor de fazer essa palestra aqui. Então, eu vou falar em francês, porque meu português é um pouquinho difficile. Merci. Donc, je vais passer en français, je passe en français et je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir mon PowerPoint. Voilà. Alors, j'ai prévu de vous parler, donc, vous voyez le titre, Discours néolibéral et culpabilisation des populations. Alors, pour ce travail que je vous présente, j'ai deux hypothèses générales, et je vais commencer de façon assez ordonnée par vous les présenter. Alors, mes deux hypothèses générales, dans mon travail en général, et pas uniquement, bien sûr, pour cette conférence, est que le discours néolibéral, depuis son origine, est un discours idéologique qui utilise les médias et un discours qui vise à encadrer donc nos comportements, le comportement des populations. Alors, je vais développer ces deux points, bien sûr, dans ma conférence. Je vais simplement préciser que le discours idéologique, c'est une notion sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais je ne voudrais pas m'étendre ici pour pas prendre trop de temps pour ça, et dire simplement, le définir rapidement comme un système d'idées à vocation prosélyte, c'est-à-dire des idées qui sont reliées les unes aux autres, qui font donc une forme de système qui n'est pas forcément tout à fait cohérent d'ailleurs, hein, et puis qui vise bien sûr à convaincre le maximum de personnes, à persuader le maximum de personnes. Alors, mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de développer le point concernant le fait qu'il utilise, pour convaincre justement, il utilise les médias.
Et j'ai développé ce point dans un ouvrage notamment qui vient de, j'en profite, hein, d'être publié au Brésil, hein, As evidências do discurso neoliberal na mídia, édition Unicamp, como a minha amiga o Prefaço et da minha amiga Monica Zoppi Fontana. Et donc je voulais dire que donc il y a cette première hypothèse, première hypothèse qui est que le discours néolibéral donc se développe dans les médias et cherche à convaincre à travers les médias et qu'il vise à développer nos comportements, à conduire nos comportements plus précisément. J'insiste sur le fait que ces deux hypothèses sont fortement et étroitement liées. C'est à travers cette utilisation des médias de tout type, hein, de tout support, les journaux, revues, télévision, radio, publicité, films états-uniens, grand public, diffusion des discours politiques, diffusion des discours intellectuels, diffusion des discours des institutions internationales comme la BCE, le FMI, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est à travers ces médias que les locuteurs de ce discours néolibéral parviennent à conduire les populations. Alors, mon ancrage théorique maintenant et disciplinaire et mon positionnement éthique, eh bien, mon travail de recherche, comme l'a dit tout à l'heure Gloria, est tout à fait ancré dans l'analyse du discours française, très classique. Hein, donc je considère comme ma discipline que les discours sont des actes, qu'ils ont des effets, qu'ils produisent des effets de sens et qui s'inscrivent matériellement dans des rapports sociaux inégaux. Pour reprendre les termes du titre de cette journée, les sujets donc se construisent et sont construits, selon moi, par ces rapports sociaux inégaux. Ce sont ces rapports sociaux inégaux qui construisent en partie les sujets, et les sujets se construisent à l'intérieur de ces rapports sociaux inégaux. D'un point de vue éthique, maintenant, je voulais dire également que j'estime, premièrement, que les discours constituent l'une des meilleures entrées pour analyser tous ces rapports sociaux inégaux, et deuxièmement, que l'approche intersectionnelle, qui considère les sujets dans leur globalité, sociale, culturelle, genrée, etc., est la plus apte, il me semble, hein, pour analyser ces inégalités et pour s'en émanciper, hein, pour retrouver une forme d'émancipation. Mon point de départ théorique maintenant, pour ce papier même, hein, eh bien, je m'inspire bien sûr des théories du discours de Michel Pêcheux, plutôt que mais d'ailleurs, et de la théorie de la gouvernementalité néolibérale de Michel Foucault. Alors, on sait que Pêcheux n'était pas tendre dans ses critiques vis-à-vis de Michel Foucault, notamment dans une conférence qu'il a tenue en 1977 à Mexico, qui s'intitule « Remontons de Foucault à Spinoza ». Pêcheux reprochait à Foucault d'être réformiste, c'est-à-dire de ne pas ancrer son travail et sa réflexion dans la lutte des classes conçue comme moteur de l'histoire. J'ai analysé ce point dans un chapitre d'un ouvrage qui vient de paraître en 2020, et mon chapitre s'appelle « Foucault, le discours et la gouvernementalité néolibérale ». La critique de Pêcheux, en réalité, tombe juste avant les célèbres leçons de Foucault, que Foucault a données au Collège de France de 1977 à 1979. Et il me semble qu'il apporte Foucault d'une certaine façon des réponses à Michel Foucault à travers cet écrit, et je vais y venir. Alors, je ne vais pas entrer, bien sûr, entièrement dans les détails, parce que je ne veux pas être trop long là-dessus, mais je voudrais quand même rappeler et préciser quelques points quant à la gouvernementalité dont parle Michel Foucault. La gouvernementalité que décrit Foucault est une nouvelle forme de pouvoir pour lui. C'est une nouvelle forme de pouvoir qui apparaît vers la fin du XVIIIe siècle et qui agit sur les sujets de façon indirecte. Il dit même à un moment, c'est comme si le pouvoir gouvernait sans gouverner. Mais malgré tout, cette gouvernementalité gouverne les sujets. Elle les gouverne malgré eux,
et avec leur consentement, voire même avec leur adhésion. Alors comment fait-elle ça? Ça paraît difficile d'imaginer ça, pourtant Foucault précise qu'elle le fait grâce à la normalisation des comportements. Une normalisation du comportement qui produit cette fameuse conduite des conduites dont il parle des populations. Elle permet, comme l'écrit l'historienne Sylvie Laurent par exemple, de les gouverner en douce. J'aime bien cette idée de les gouverner en douce parce que ça montre bien comment ça se passe. On ne se rend pas compte, hein, on se rend pas compte, mais on est quand même gouverné. Et je vais essayer de le montrer par la suite. L'important pour Foucault, c'est que cette normalisation, que j'appellerais la mise à la norme de cette façon, hein, c'est l'idée de mettre à la norme, hein, c'est cette idée de normalisation, précède la norme elle-même. Et je vous ai donné un extrait ici de Foucault. C'est le normal qui est premier et c'est la norme qui s'en déduit. Cela signifie que dans les rapports sociaux, ce qui est considéré comme normal impose une forme de normalisation du comportement. C'est-à-dire précisément ce qui est la norme à suivre. Une forme de conformisme, si vous voulez. Il y a un conformisme qui fait que ce qui est considéré comme normal est respecté, tout le monde essaie de s'y conformer, et du coup, eh bien, ça va indiquer la norme à suivre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a d'abord, on définit d'abord le normal avant de définir la norme et pas le contraire comme on le croit souvent. Donc la gouvernementalité consiste à normaliser les conduites des populations. Alors contrairement à l'anthropologue David Graeber, dont j'apprécie beaucoup les travaux par ailleurs, je ne pense pas que cette forme de pouvoir, décrite par Foucault, supprime la matérialité des rapports de production et de ces rapports inégalitaires. Je pense au contraire que la gouvernementalité foucaldienne se surajoute à ces rapports inégalitaires et qu'en se surajoutant à ces rapports de domination, cette normalisation des conduites produit une forme de totalisation du pouvoir. Alors, je n'ai pas dit, bien sûr, totalitarisme, même si, bien sûr, on peut aller jusque-là, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, quand je parle de totalisation, je veux dire un pouvoir qui joue sur toutes nos conduites, qui s'introduit jusque dans nos relations les plus personnelles, les plus intimes. Et c'est là que je vois un lien avec mon approche, entre mon approche plutôt, et l'intersectionnalité, qui est l'un des sujets de ces journées. Alors, je vais prendre un exemple pour mieux me faire comprendre. C'est un exemple que j'ai déjà donné dans d'autres travaux ou dans d'autres conférences, mais il me semble important et c'est pour ça que j'ai envie de le reprendre ici. En plus, c'est un auteur que j'aime beaucoup, il s'agit de Pierre Bourdieu, et j'ai toujours plaisir à le citer. La répression des mouvements sociaux ces dernières années en France, je pense à la répression de Nuit debout, des Gilets jaunes, les contestations de la loi travail, de la réforme des retraites, etc. Une répression très forte, très violente par la police. Hein. Beaucoup de gens ont perdu leur œil, un œil, ou ont perdu une main. Donc vraiment une répression très, 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 très violente, hein, qu'on n'avait pas vue depuis de très, très, très nombreuses années. Démontre bien qu'en dernier recours, cette répression nous démontre bien qu'en dernier recours, le pouvoir politique démocratique utilise la violence physique dont il a le monopole et dont il s'arroge la légitimité. Mais cette forme de pouvoir violent n'empêche pas de conduire les conduites des citoyens et des citoyennes, par exemple, par la disqualification, par médias interposés, des formes d'action des manifestants. Cette disqualification est une forme de normalisation que le sociologue Pierre Bourdieu donc, voyait déjà en 1975 et appelait l'acceptation de la définition dominante de la lutte convenable. Et qu'est-ce qu'il disait? Je vais vous donner un petit extrait ici. Hein. Dans la production collective de cette définition des fins et des moyens légitimes, c'est-à-dire de ce qui est normal, c'est une façon, hein, de ce qui va être la norme, de ce qui est par exemple une grève juste, raisonnable, ou de ce que c'est qu'une grève sauvage, les journalistes
et les analystes professionnels, politologues, ce sont souvent les mêmes, jouent aujourd'hui un rôle capital. À tout moment, il y a une lutte pour dire s'il est convenable ou non de lutter sur tel ou tel point. C'est l'un des biais, par lesquels s'exerce la violence symbolique, comme violence douce et masquée. Donc le pouvoir use donc de la violence symbolique à travers la normalisation des conduites, tout en conservant la possibilité d'utiliser la violence physique. Non seulement les deux formes de violence ne sont pas incompatibles pour moi, hein, mais je trouve qu'elles se marient très bien et je dirais même qu'elles sont complémentaires. La gouvernementalité permet de penser le pouvoir au niveau global comme au niveau individuel en plus. C'est l'un de ses intérêts. Alors, comme le dit Bourdieu dans cet exemple, et comme je le soutiens également, voire ma première hypothèse, les médias jouent un rôle essentiel dans cette violence symbolique que Foucault nomme la normalisation des conduites des populations. C'est ce rôle des médias que je voudrais maintenant aborder et que j'ai nommé dans mon titre la culpabilisation des populations. Je m'appuierai ici sur les travaux que j'ai produits depuis la crise de 2007-2008. Donc, je n'ai pas fait que ça, bien sûr, mais qui concerne la crise de 2007-2008 et ses prolongements, ses différentes conséquences. Donc, il y a des travaux qui portent aussi bien sur la formule crise de l'euro que sur la crise grecque, pour beaucoup, hein, qui m'a beaucoup touché, parce qu'elle était particulièrement violente. Sur Foucault également, bien sûr, sur la gouvernementalité néolibérale. Donc, quel est le contexte? Il faut quand même, en analyse du discours, bien sûr, on rappelle toujours le contexte dans lequel on travaille, et c'est important parce que c'est ça qui va donner sens et qui va permettre ces effets de sens, justement, au discours. Donc, quel est le contexte socio-économique et politique de l'époque? Comme vous le savez, les jeux financiers entre les banques états-uniennes et européennes et leur rapport avec les agences immobilières à travers les crédits impossibles à rembourser qu'on a nommés subprimes ont conduit à une crise bancaire à partir de 2007. Celle-ci s'est matérialisée pour le grand public en septembre 2008 avec la faillite de la banque Lehman Brothers. Suite à cette crise, les États ont renfloué les banques, ce qui les a endettés fortement. La crise, qui était au départ purement bancaire, a changé de nature pour devenir une crise de l'endettement public. Or, les médias ont fait bien plus que seulement accompagner ces événements. Ce sont avant tout eux, les médias, qui ont donné leur sens à ces événements. Pour reprendre l'expression du philosophe et psychanalyste Yanis Stavrakakis, du jour au lendemain, on est passé d'une politique du crédit à une politique de la dette, d'une politique généralisée de valorisation du crédit jusqu'en 2009 à une critique tout aussi généralisée de l'endettement des États et des populations. On est passé d'une vision très positive du crédit, comme étant l'esprit consumériste du capitalisme, à l'endettement négatif comme une défaillance pathologique qui doit être punie. Et il insiste beaucoup sur cette idée de punition, j'y reviendrai. Cette analyse peut être confirmée, je l'ai confirmée avec mon collègue sociologue de l'économie, Frédéric Le Baron. Nous avons fait un travail que nous avons publié en 2019 sur les discours de la BCE, de la Banque centrale européenne. Et on remarque, et je vous montre ici, je vais pointer avec ma souris, on remarque qu'en 2011, alors là, il s'agit d'étudier deux mots, simplement de regarder l'évolution de deux mots dans un corpus qui va de 2007 jusqu'à 2015. Et nous avons étudié deux mots, le mot crédit, hein, on le voit ici en bleu, et le mot endettement, ici. Nous avons fait l'hypothèse, en suivant Yanis Stavrakakis, qu'il y avait un changement du jour au lendemain. Et nous avons voulu vérifier cette hypothèse d'une certaine façon. Eh bien, en bleu, tout ce qui est bleu, ici, les traits que vous voyez en bleu, ici, correspondent à crédit, et donc en rouge ou en rose, endettement. Vous voyez qu'en 2007, crédit et endettement ne sont très peu utilisés. La ligne médiane étant là, hein, étant
une utilisation moyenne, on va dire. Et puis, dès l'instant où on passe les pointillés ici, ça veut dire qu'on a une surreprésentation vers le haut ou une sous-représentation du mot en bas. Je ne rentre pas dans les détails des calculs parce que ça serait bien sûr bien trop long. On voit ici que, par exemple, en 2007, bah, ces deux termes ne sont pas employés et sont même sous-employés, c'est-à-dire que vraiment, on ne les utilise pas. Mais quand on arrive en 2011, je passe directement à 2011, regardez ce qui se passe. Le mot crédit est fortement sous-employé, il disparaît volontairement. Ici, le seuil ici montre que c'est volontaire, alors qu'il est suremployé ici, alors que endettement, par contre, est suremployé ici. Donc il y a vraiment un tour de passe-passe, une certaine inversion, quoi. On passe du crédit à l'endettement. Et ça confirme complètement ce que dit donc Stavrakakis. Alors comment ce renversement de valeur a-t-il bien pu se produire et quels effets de sens peuvent produire ces jugements sur les sujets? Alors, ma thèse, vous l'avez compris, est que les médias mainstream, les médias généralistes, hein, en France en tout cas, parce que c'est ceux que j'ai étudiés, ils sont pour quelque chose. Autrement dit, que leurs discours ont cherché à normaliser les conduites et ont participé à la mise en place des politiques et des mesures d'austérité décidées après 2009. Plus clairement encore, je pense que les médias mainstream sont des appareils spécifiques de la gouvernementalité. Là, je reprends des termes de Foucault. Hein. Ce sont donc des appareils spécifiques de la gouvernementalité. Appareils qui ont pour fonction de, ou sont utilisés pour, faire accepter les politiques néolibérales et pour normaliser les conduites des populations en ce sens, dans une néolibéralisation, on pourrait dire, des comportements. Qu'est-ce que j'entends par néolibéralisme? Parce que j'utilise le terme depuis un certain temps, là, il est normal de le définir. Alors, c'est une idéologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui place l'économie avant toute chose, qui prône l'entreprise privée comme unique modèle, qui cherche à transformer tous les citoyens en entrepreneurs et qui valorise la concurrence et le marché comme modèle des rapports sociaux et humains. Au final, c'est aussi une idéologie qui cherche à mettre l'État et les institutions de l'État, notamment les institutions juridiques, à son service. Le discours néolibéral, en tant que formation discursive, reprend plus ou moins donc, les éléments du néolibéralisme. Alors, maintenant que j'ai présenté ce contexte, je vais m'intéresser à l'analyse du discours des médias. Depuis la fin 2009, et surtout depuis le début 2010, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai les éléments que j'ai travaillés dans un article qui va paraître cette année, on a assisté à l'apparition dans les médias français d'une forme de communication faite de formules politico-économiques nombreuses, et je vais en reprendre ici deux. Et avant bien sûr de reprendre ces deux formules, je vais essayer de définir deux notions que j'emprunte à Alice Krieg-Planck, la communication donc, et cette notion de formule. Alors, la communication, pour Alice Krieg-Planck, est un ensemble de savoir-faire relatif à l'anticipation des pratiques de reprise, de transformation et de reformulation des énoncés et de leur contenu. Alors cette définition, je le précise, se veut descriptive de la communication politico-médiatique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire préparer des éléments très courts pour qu'ils soient facilement diffusables dans et par les médias. Alors, ce que ne dit pas Alice Krieg-Planck et que j'ai trouvé dans mes lectures, hein, c'est que déjà dans les années 80 aux États-Unis, Edwin G. Follner, l'un des directeurs de la Heritage Foundation, un think tank conservateur très influent, conservateur et très influent jusqu'en 2007, hein, il a influencé jusqu'à Donald Trump, hein, invente le terme The Brief Case Test pour définir ce genre de messages, des messages simples, bien identifiables et faciles à diffuser. Vous voyez, donc il y a bien ici des idées là, et je me demande, mais ça, je n'ai pas la preuve encore de ça, c'est un travail que je voudrais faire plus tard, je me demande si cette forme de communication n'est pas propre
à la gouvernementalité néolibérale. La deuxième notion que j'emprunte à Alice Kirk-Planck, c'est la notion de formule. Alors, ce sont des messages simples, vous voyez, donc on retrouve ces messages simples et faciles à diffuser. Une formule, selon Kirk-Planck, est une suite de mots figés ou semi-figés, ou en cours de figement, partagée, puisque elle est diffusée, donc elle est partagée, et problématique. Et c'est ça qui est important, elle est problématique. Pourquoi elle est problématique? Parce que la formule, ou le référent auquel renvoie la formule, plutôt, est flou. On ne sait pas trop à quoi ça renvoie. C'est une formule qui est utilisée, qui est reprise, et en fin de compte, le référent de la formule change selon le locuteur qui utilise la formule ou le récepteur qui reçoit cette formule. C'est assez pratique, donc d'un point de vue argumentatif, d'utiliser ce genre de choses. Alors je vais prendre, comme je vous le disais, deux exemples ici. Les formules crise de l'euro et crise de la dette. Alors, les mots crise de l'euro ont un sens, mais la compréhension de ce signifié ne permet pas de saisir l'entité à laquelle la formule réfère. Est-ce une crise de la monnaie? Est-ce une crise économique? On ne sait pas. Et quand j'avais posé la question à des économistes dans un colloque auquel j'avais participé, mais j'avais même été invité par eux, où il n'y avait que, pour ainsi dire, que des économistes, j'aurais dit, moi, je ne sais pas ce que veut dire la crise de l'euro. Ils m'ont tous répondu, nous non plus, on ne sait pas. Donc, vous voyez, donc, pour dire que ces référents étaient pour le moins problématiques. Et d'ailleurs, un économiste dans un des journaux que j'ai consulté à l'époque, en 2012, déclare, Jean-Luc Ginder, déclare, crise de l'euro? Non. L'euro va très bien. Il est même à un niveau supérieur au niveau de son introduction si on le rapporte au dollar. Donc tout va bien. Donc si pour lui tout va bien, est-ce qu'il y a vraiment une crise de l'euro? On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette crise de l'euro? Pourtant, c'est une formule qu'on va entendre de façon très très massive à partir de 2012 et au moins jusqu'à 2015. Pour la formule crise de la dette, dès 2010, je vais essayer de vous montrer comment cette formule crise de la dette est née, hein, comment elle a été poussée. Dès 2010, Jean-Claude Trichet, qui est président de la Banque Centrale Européenne, la BCE, dont je vous ai montré tout à l'heure le changement de discours entre crédit et endettement, hein. Donc Jean-Claude Trichet avait commencé à focaliser l'attention sur la dette des États dans les médias, et pas n'importe où, devant le club euro-américain de la presse à Paris. Et voici trois extraits de son discours qu'il avait intitulé « Les enseignements de la crise ». Donc, il est renvoyé ici à la crise de 2008, bien sûr. Qu'est-ce que dit Jean-Claude Trichet? Les évolutions observées récemment sur les marchés européens de la dette souveraine nous rappellent toutefois que la crise n'est pas encore terminée. Donc là, vous voyez qu'il fait glisser la crise vers de la crise ici, hein, qui renvoyait au départ, comme on l'a vu ici, ça renvoyait au référent de 2007-2008, et bien tout d'un coup, hop, il le fait glisser vers la dette souveraine. Donc la dette des États en réalité. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Les tensions sur la dette souveraine, dans le même discours, et qu'il insiste, que nous observons aujourd'hui, etc. Et un peu plus tard, fixer des objectifs ambitieux pour la réduction de la dette publique, là, il est encore plus précis, parce que c'est de ça qu'il voulait parler, bien sûr, hein, afin de ramener au plafond de 60%, etc. C'est moi qui souligne, bien sûr, les mots ici. Étant le garant de l'euro, Jean-Claude Trichet, qui est président de la Banque Centrale Européenne, et la Banque Centrale Européenne a pour but de gérer l'euro, notamment, hein, la monnaie euro. Et donc, étant le garant de l'euro, Jean-Claude Trichet préfère renvoyer le problème aux États plutôt que dire c'est moi qui ai fait une erreur parce qu'il y a une crise de l'euro. Donc, le 2 juin, il va déclarer, le 2 juin 2011, il va déclarer il n'y a pas de crise de l'euro, mais une crise de la dette. Le 6 juin de la même année, c'est-à-dire 4 jours plus tard, il déclare au Canada il ne faut pas négliger la crise de la dette souveraine. Donc vous voyez qu'il y a une tentative de sa part d'essayer de créer une formule, d'essayer de créer quelque chose qui va être possible de reprendre et de diffuser abondamment. Et à force de répétition, hein,
pas seulement par Jean-Claude Trichet, mais d'autres personnes d'ailleurs de son entourage à la BCE, mais aussi les journalistes, bien sûr, et les hommes politiques, le terme crise de l'euro et crise de la dette vont s'imposer dans le débat public. Vous voyez, par exemple, crise de l'euro ici, j'ai fait un petit montage de différents journaux. Voilà. La crise de l'euro est très, très présente en 2012, entre 2012 et 2014. Ici, il y a même un titre, vous voyez qu'il y a même dans ce titre de François Longlet, qui passe toujours à la télévision, c'est le spécialiste de l'économie qu'on voit dans les journaux télévisés mainstream. Alors, crise euro, on n'a fait qu'un seul mot, donc il a mis le signe euro dans le mot, donc il en a fait carrément une sorte d'acronyme un peu curieux. Et puis, si on passe... Non, oui, j'avais des choses encore à vous dire sur la crise de l'euro. L'usage de la crise de l'euro et sa variante, crise de la zone euro, parce qu'on trouve aussi crise de la zone euro dans les médias, est en augmentation de 2012 à 2014. Ce qui montre qu'elle s'amplifie, qu'elle s'installe progressivement dans le débat public. Et en relevant systématiquement dans le travail que j'avais fait à cette époque-là, tous les co-occurrents du mot crise, eh bien, je suis tombé justement sur ce terme de crise de la dette et ses variantes. Par exemple, crise de la dette souveraine, crise de la dette publique, etc. Alors, ce qui est intéressant, donc une formule qui est très proche de la formule qu'a essayé d'installer Jean-Claude Trichet, du coup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celle-ci est en hausse. C'est-à-dire que vous voyez vous avez les deux courbes que je vous donne ici. La courbe orange, ici, montre le lemme dette. C'est-à-dire qu'on trouve dette, endettement, s'endetter, endettement public, je ne sais quoi, toutes sortes de mots qui sont formés à partir de cette racine dette, ici. Ils vont aller en diminuant assez fortement. Vous voyez, la courbe elle descend très vite. Alors que crise de la dette va s'installer petit à petit. C'est-à-dire que c'est le mot crise qui va prendre le dessus. Donc on retrouve, donc d'une certaine façon, Jean-Claude Trichet, et je l'ai vu dans d'autres travaux, il commence à essayer de prendre il va prendre le dessus en arrivant à imposer cette forme crise de la dette ou crise de l'endettement. Alors maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est quels effets de sens ont ces deux formules. Donc je vais les prendre l'une après l'autre. Si on s'intéresse à crise de l'euro, ici, crise de l'euro a certainement l'avantage, en termes d'effet de sens, de mettre en cause l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire de responsabiliser les bons élèves comme les mauvais élèves. Ce sont les termes qu'utilisent beaucoup les médias pour parler des États ici, bien sûr, pas des gens. La crise de l'euro est une forme de dramatisation. Pourquoi? Parce que toucher à l'euro, c'est toucher l'intouchable. C'est toucher au sacré de l'Union européenne. Le sacré de l'Union européenne, toute l'Union européenne repose sur l'euro. Donc dire que l'euro est en crise, c'est dire que toute l'Union européenne est en crise, du coup. Donc parler de crise de l'euro, c'est alerter les populations, leur faire peur, comme le font toujours d'ailleurs les formules qui commencent par le mot crise. Et ici, c'est chercher vraiment à créer un sentiment d'urgence. Il faut faire quelque chose. Il y a une crise si importante, il faut agir. Mais je pense qu'il faut aussi mettre ce terme de crise de l'euro en perspective dans l'interdiscours et dans la mémoire discursive avec les discours qui ont précédé. Avant la crise de l'euro, les populations européennes ont subi, à partir de 2010, la crise grecque, ici, la crise grecque, les pigs, c'est-à-dire que la façon de nommer très très négative, de nommer le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne, et puis aussi le thème de l'endettement public, comme on l'a vu avec le discours de la BCE. Alors l'article suivant, l'extrait de l'article suivant, montre cette forme de dramatisation qui va utiliser cette mémoire discursive. C'est un article du Monde, donc, la désunion monétaire. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe Ricard? Zone euro,
ou pas zone euro? La question paraît incongrue, tandis que l'union monétaire espère avoir surmonté le pire, la crise de l'euro, la dramatisation, et les divisions qu'elle a engendrées. Mais après 4 ans de crise de dette, donc là, il y avait une mémoire discursive, on rappelle la mémoire discursive ici, sur fond de fragile convalescence, rien n'y fait. Le séisme pèse comme jamais. C'est le renouvellement des instances bruxelloises, c'est-à-dire de l'Union européenne, tout simplement, puisque ça se passe à Bruxelles. Donc ici, vous voyez, on a vécu dans la crise, mais ce n'est pas fini, et c'est même très, très, très grave, puisqu'il y a un séisme. Alors, si on passe à l'analyse maintenant des effets de sens de la crise grecque, de la dette, lapsus révélateur, donc la crise de la dette, j'ai beaucoup travaillé sur la crise dette, c'est pour ça que ça m'est venu. L'analyse de la formule crise-dette permet en effet d'approcher le véritable enjeu de ce discours, il me semble. Une dette, je reviens un petit peu sur ce qu'est une dette. Une dette est pensée au départ comme un contrat, au sens de Marcel Mauss. Une promesse mutuelle qui engage et le prêteur, je te prête, et quand tu m'auras remboursé avec tes intérêts, tu ne me devras plus rien. Et l'emprunteur, je reçois ton argent, mais je te le rembourserai avec intérêt. Contrairement à la... Mais ça, c'est théoriquement, bien sûr. Mais contrairement à la doctrine néolibérale, la dette n'est pas une négociation entre égaux dans le cadre d'un marché qui serait idéal. C'est faux de penser les choses comme ça. Le demandeur est en position asymétrique vis-à-vis du prêteur, tant au début du processus, puisqu'il est demandeur d'argent, qu'au cours du processus. Il reste redevable tant qu'il n'a pas remboursé la totalité de ce qu'il doit. La dette institue donc un rapport de pouvoir entre le prêteur et l'endetté. Et dans l'économie de marché actuelle, elle aurait même une fonction de subordination des peuples et des États. Par la finance, bien sûr. Comme on l'a vu en Grèce, très, très, très clairement. Et puis auparavant, avant la Grèce, ou avant les années 2007-2008, dans les années 90, avec les pays qu'on appelle les pays du Sud en Europe, c'est les pays africains et les pays d'Amérique du Sud. Il me semble que c'est sur cette position asymétrique que joue la formule politico-médiatique crise-dette. Rappeler cette position de subordination au peuple de Grèce, d'Espagne, du Portugal, d'Irlande et de France. D'un point de vue pragmatique, cette formule permet de les accuser par une suite d'implications logiques. Crise de la dette sous-entend un problème de remboursement et signifie donc que vous ne pourrez pas tenir votre promesse. Ce qui est normal, au sens de Foucault ici, c'est de rembourser sa dette. Vous ne vous conduisez pas normalement, semble dire crise de la dette. Elle pointe donc des comportements anormaux en se référant à une norme implicite. Cette formule, comme la formule crise grecque d'ailleurs, exerce une forme de violence symbolique sur les populations et les gouvernants. Elle vise à leur faire honte, comme le remarque Stavrakakis dans l'extrait que je vous donne ici, que j'éviterai de lire puisque mon anglais n'est pas très bon, ma prononciation anglaise n'est pas très bonne. En tout cas, vous comprenez ici que c'est un moyen de remettre en cause, de renverser la démocratisation en apportant la honte à la fois sur le public, les crises publiques, ou les dettes publiques, pardon, et les dettes privées. Il s'agit bien d'indiquer que le comportement de ces peuples n'est pas conforme à celui d'un débiteur normal, c'est-à-dire loyal et honnête. David Graeber, l'anthropologue dont j'ai parlé tout à l'heure, a montré dans un livre, Dette, 5000 ans d'histoire, combien ce comportement est une croyance récente en réalité. Dans l'Antiquité, les dettes ne devaient pas forcément être remboursées. Il était très courant que celui qui avait une dette, qui avait prêté l'argent, le prêteur va annuler la dette pour libérer son emprunteur. Voici un autre exemple en dessous, et pas par n'importe qui,
puisqu'il s'agit d'un acteur essentiel de tout ce jeu politico-financier, hein, et économique. C'est Marc Ladrette de la Charrière qui est directeur de l'agence de notation Fitch. Alors, les agences de notation étaient essentielles, au moins à cette époque. On entend moins parler maintenant, mais elles étaient essentielles. Et voici, il est interviewé dans Le Monde, et voici ce qu'il dit. La France s'est comportée en cigale. Des États se sont comportés en cigale et se sont abrités sous le parapluie de l'euro. Ici, ça renvoie bien sûr à la fable de La Fontaine. Il y a une valeur morale dans ce qu'il dit ici, qu'on retrouve dans la morale de la fable de La Fontaine, qui s'appelle la cigale et la fourmi. La fourmi qui travaille beaucoup, la cigale qui s'amuse, et puis quand arrive l'hiver, elle n'avait plus rien à manger, la cigale, elle va voir la fourmi pour qu'elle lui prête à manger. Elle lui donne à manger. Et là, c'est vraiment ça qui est là. Ici, il y aurait analysé la fable, le rapport avec la fable, et puis le discours néolibéral. Mais bon, je passe. On voit aussi souvent dans les médias cette formule très très souvent entendue que ces peuples, les peuples français, le peuple grec, le peuple irlandais ou espagnol, auraient vécu au-dessus de ses moyens. Hein. Donc les peuples auraient vécu au-dessus de leurs moyens, ce qui est bien sûr une façon d'accuser les peuples, ou en tout cas de faire en sorte qu'ils se sentent honteux d'avoir profité. Mais la fable de la cigale et de la fourmi est forcément exactement la même chose. On voit exactement la même chose. On pourrait penser que ces accusations ont eu pour conséquence une forme d'intériorisation de la faute et de la culpabilité. Intériorisation qui autorise l'acceptation de la punition. Mais Stravakakis, le psychiatre donc, et psychanalyste, le psychanalyste pardon, et philosophe Stravakakis affirme l'inverse, lui. Il dit ici la punition, là j'ai traduit une de ces phrases, ici la punition semble produire rétroactivement la culpabilité et la honte, contournant presque la faute. Donc il y a bien d'abord la punition et ensuite vient la culpabilité et vient la honte. Cela était le cas de la Grèce, je pourrais le montrer, hein, mais je ne le ferai pas ici parce que je n'ai pas le temps, mais aussi pour l'Irlande, qui est un exemple assez frappant. L'un des plus grands journaux irlandais produit cet éditorial que je vous donne ici, enfin un extrait. La véritable ignominie de notre situation actuelle n'est pas que l'on nous a privés de notre souveraineté, mais que nous l'avons dilapidée. Ne cherchons pas à noyer notre sentiment de honte dans l'illusion réconfortante que les nations puissantes de l'Europe conspirent pour devenir nos maîtres. Aucun Européen raisonnable n'accepterait volontiers de nettoyer le gâchis que nous avons commis. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que fait le journal? Le journal passe sur la punition. La punition qui est inscrite dans les mots « privé de notre souveraineté ». On nous a privés de notre souveraineté. Il passe très vite, nous disons « c'est pas ça l'important ». L'important, c'est nous. Nous sommes coupables, nous l'avons dilapidé. L'utilisation des déictiques, nous, notre, associé au lexique de la moralité, ignominie, honte, du raisonnable, dilapidé, illusion, raisonnable, etc., voire du gâchis même, le mot gâchis qu'on trouve à la fin, indique clairement la responsabilité du peuple irlandais. Il s'agit, pour le journal, de culpabiliser la population. Mais ça ne contredit pas ce que dit Stavrakakis. Parce que Stavrakakis montre, enfin, pour prouver que Stavrakakis a raison, on peut montrer que la réaction médiatique masque que c'est la punition qui a produit la honte et la culpabilité et non l'inverse. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le 30 septembre 2010, le gouvernement irlandais prévient l'Union européenne que si l'État irlandais doit soutenir les banques, donc renflouer les banques, en réalité, hein, c'était une forme euphémistique pour dire qu'on va donner de l'argent aux banques, tout simplement, hein, renflouer les banques, la dette du pays passera de 25% du PIB à 98,6% en 2010. C'est énorme, une dette forcément énorme. La BCE
ne veut pas entendre parler de restructuration, c'est-à-dire de diminuer les dettes. L'UE ignore cet appel. C'est comme si il n'y avait pas eu d'appel du gouvernement irlandais. La BCE et l'UE donc obligent le pays à s'endetter, donc à passer à 98% d'endettement, puis elle le punit par des taux d'intérêt exorbitants. Ce n'est qu'après qu'intervient l'éditorial du Irish Times. Ce n'est qu'après qu'on accuse le peuple irlandais. Ce n'est qu'après qu'on provoque la honte et la culpabilité. Des valeurs morales attribuées à la dette permettent de créer un sentiment d'obligation morale également, et enfin de justifier les réformes néolibérales mentionnées dans cet exemple que je vous donne maintenant. Dans Le Point, Axel Weber, en 2014, déclare « L'Europe n'a fait que 10% des réformes ». De quelles réformes il parle? Eh bien, des réformes purement néolibérales. On le voit très clairement dans son article. On attend encore, dit-il. Il est impatient. Même chose avec les promesses des réformes des retraites, des réductions des déficits publics, de flexibilité accrue du marché du travail. Au lieu de cela, les dettes publiques ont encore gonflé, le coût du travail a augmenté, plus que les gains de productivité, la compétitivité s'est profondément érodée. Ici, on n'est pas dans un journal économique, on est dans un journal généraliste qui est Le Point. Et donc là, vraiment, on a l'impression de lire une prose totalement économique et purement néolibérale. Et d'ailleurs, les réformes dont il parle ici ont essayé d'être mises en place en France, et c'est ça qui a créé les violences dont je parlais tout à l'heure, les violences policières, et pas seulement policières, bien sûr. Il me semble que c'est là l'enjeu réel et principal de ces discours et de ces formules et de leur violence symbolique intrinsèque. Créer les conditions pour justifier et rendre moralement nécessaires les politiques néolibérales. Ces formules et ces discours mettent en place une forme d'injonction, d'une certaine façon, qui va conduire les conduites, qui va faire qu'on va les accepter, qu'on va accepter, on va se sentir dans un sens, on va avoir un sentiment de culpabilité tellement fort qu'on va accepter ces réformes en pensant que c'est la seule solution. Alors pour conclure, je dirais que les discours néolibéraux d'après 2009, dont les deux formules crise de l'euro et crise de la dette, serviraient à faire accepter aux populations les réformes appelées et réclamées par les marchés. Les marchés, je le rappelle, qui sont à l'origine de cette crise, de la crise financière. Ces discours et ces formules ont eu un impact sur les populations, ne serait-ce que par les politiques d'austérité que les gouvernements européens ont prises suite à leur mise en cause, à leur propre mise en cause. Ils ont été mis en cause par ces discours, ils ont dû prendre donc des mesures d'austérité. Les États surendettés ont dû se montrer attractifs, avoir une attitude business friendly, c'est-à-dire en faveur des entreprises et des marchés. Autrement dit, ils ont dû appliquer les réformes listées dans l'exemple du point ci-dessus. L'effet, c'est à minima une normalisation des conduites des gouvernants jusqu'à une concurrence généralisée à l'intérieur même de l'UE. Les pays de l'UE se concurrencent les uns les autres pour essayer d'attirer les entreprises, baisser les impôts des entreprises, par exemple, réduire le coût du travail pour que les entreprises s'installent chez eux. Donc il y a une concurrence vraiment très très importante entre les différents pays de l'UE. Mais qu'en est-il des populations? Qu'en est-il des sujets dominés? On connaît les dégâts sociaux que ces réformes austéritaires ont fait en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie et même en France. Pourtant, une partie de la population a reçu et accepté ces réformes. Même peut-être l'a-t-elle reçu et accepté avec soulagement,
soulagement, pour soulager leur honte, leur culpabilité, comme je le disais tout à l'heure. C'est en quelque sorte une forme de normalisation des conduites qui s'est produite. Accepter que les normes économiques prennent le pas sur toute autre considération, c'est normaliser les conduites. Une autre partie de la population s'est révoltée. Elle a retourné cette violence symbolique contre les gouvernants et contre les gouvernements. Elle a refusé cette normalisation des conduites. Mais c'est là que les rapports de classe sont entrés en action, par la répression et la violence d'État. Et c'est là qu'on a vu la complémentarité des deux formes de pouvoir dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vais sortir de la présentation. Voilà. Merci Thierry, merci beaucoup. Voilà, il y avait un commentaire de Josemara au départ, quand tu as commencé en disant que ton portugais, il était très bien, il était très bon. Ça, j'en suis moins sûr. Voilà, Maïsa et Josemara, si vous voulez, vous pouvez aussi allumer vos caméras. Bah, je voulais tout d'abord te remercier, Thierry, à nouveau, de ta participation dans notre journée d'études. Comme je t'ai dit au départ, c'est la deuxième année de cette journée d'études. La première année, donc en 2019, nous avons fait voilà, une petite rencontre avec la présentation de mes étudiants des recherches. Donc déjà, mais voilà, qu'on appelle ici au Brésil des initiations scientifiques en licence. Donc ils font une année de recherche d'un sous-plan. Donc c'était aussi assez intéressant cette année avec la pandémie, cette crise sanitaire et en même temps une crise politique. Nous avons décidé d'augmenter, d'élargir et voilà, d'arriver jusqu'à la France avec toi et avec la présence aussi de Marianne, qui, les moments de la transmission de ta conférence, aura déjà parlé en direct. Oui. Voilà. Et je voulais... voilà. Il y a un commentaire par écrit, donc je vais le lire, peut-être te traduire si tu veux. Et après, voilà, quelques commentaires aussi. Il y a Maïsa qui dit qu'au Brésil, historiquement, les sujets qui contestent ce fonctionnement qui exclut et qui est typique du pouvoir dit démocratique, donc ces sujets sont désignés par les médias hégémoniques locaux comme des vandalos. Alors, les vandalos, on pourrait dire les racailles. Je ne sais pas si c'est bien les racailles. Donc, les vandales. Les oui, vandales, je pense qu'en France, on voilà. oui, ça reviendrait à vandales, Les communistes, etc. Donc, produisent des effets de criminalisation contre ceux et celles qui ne se voient pas exprimés ou contemplés par les gouvernements, donc pas reconnus par ce gouvernement. Lorsque vous, elle demande, pourriez exemplifier comment les médias hégémoniques en France nomment ces sujets en France ou bien dans les mondes francophones. Voilà comment ça fonctionne, cette forme de nomination. Merci, Maïs. D'accord, merci. Oui, très intéressant d'entendre cette... Je ne connaissais pas du tout, vandales. Okay. Nous, le mot n'est pas utilisé. Vandale, ça renvoie vraiment, dans notre pays, ça renvoie vraiment à l'histoire, à une population particulière qui a envahi une partie de l'Europe. Donc le mot vandale n'est pas utilisé. Peut-être qu'il le sera un jour, mais pas pour l'instant. Donc oui, alors ça dépend, pour répondre à la question, ça dépend vraiment des mouvements, ça dépend de qui était à l'origine du mouvement, ça dépend aussi des époques. Moi, j'ai beaucoup étudié, il y a eu des grèves très fortes en France en 1995 et aussi en 2003. Et là, c'était des fonctionnaires qui manifestaient. Et alors, c'était ce qu'on critiquait, ce que les journaux critiquaient, c'était leur aspect fonctionnaire. Il y a des gens qui ne travaillent pas beaucoup,
Et ils sont contents de faire la grève parce que comme ça leur permet de pas beaucoup travailler. Il y avait même dans le Figaro, qui est un journal très conservateur, on les appelait les nouveaux aristos, les nouveaux aristocrates, quoi, d'une façon. Et là, pour ce qui concerne plus récemment, par rapport aux Gilets jaunes, je me rappelle d'une nominalisation que j'ai entendue, une nomination pardon, que j'ai entendue qui m'a choqué à l'époque. C'était les gilets jaunes pardon, radicalisés. Les gilets jaunes radicalisés. Parce que le mot radicalisé, il renvoie à la radicalisation des islamistes et du terrorisme islamiste qu'il y a en France. Quelques années avant, il y avait eu des attentats de Charlie Hebdo, etc. Et donc, les appeler radicalisés, ça avait un sens. Ça les renvoyait à une forme de terroriste, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais entendu à ce propos sur la radio France Culture, qui est une radio intellectuelle en France, la directrice de l'antenne était interrogée sur ça, sur dire pourquoi dans vos journaux vous utilisez le terme de gilet jaune radicalisé. Parce que c'est quand même, les gens disaient c'est quand même péjoratif quand même d'utiliser ça. Elle dit non, pas du tout, pas du tout. Radicalisé, ça veut dire qu'on est radical, c'est tout. Personne n'insistait, disant mais radicalisé, ça renvoie quand même à l'islamisme radical, au terrorisme, etc. Et la personne avait répondu, il s'agit de Sandrine Trainer, elle avait répondu je m'en tiendrai au dictionnaire. Donc les mots n'ont un sens que dans le dictionnaire, point. Donc voilà, c'est anti-analyse du discours, bien sûr, comme réponse, mais c'était une façon de clore le débat et de dire, voilà, il n'y a pas de discussion possible et on ne se remet pas en question. Et pourtant, de plus en plus, les manifestants sont amalgamés, j'ai envie de dire, au radicalisme, mais plutôt terroriste qu'autre chose. Hein. D'ailleurs, quand il y a eu des vitrines de cassées, c'est un petit peu ça qui revenait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je n'ai pas de liste devant moi. Je n'ai pas vraiment travaillé en réalité sur ce point récemment, en tout cas. Oui, mais c'est vrai que ici au Brésil, Thierry, quand tu as parlé, tu as repris la grève des fonctionnaires en France, ça m'a rappelé de commenter justement dans ce moment ici de notre échange le besoin. Donc voilà, on a parlé sur ce sujet par mail, mais du besoin qu'on a en ce moment au Brésil, et je crois qu'en France, ça doit être pareil, justement de protéger la science, la recherche et l'enseignement public à partir de ces échanges, de ces interlocutions, justement pour montrer le besoin, l'articulation, parce qu'il y a en même temps, il me semble, une attaque, au Brésil c'est très fort, une attaque à la science, on attaque la science et la pensée critique et la production scientifique. Donc quand tu as mentionné la grève, je me suis rappelé que c'est nécessaire de dire à chaque fois, d'être bien situé ce qu'on passe en ce moment au Brésil. Et c'est pour ça que je te disais, c'est important malgré cette surcharge de travail qu'on a avec le travail à distance, le télétravail, voilà, l'importance de faire ce type d'échange. Voilà, c'était pour commenter, pour trouver les journées dans ces moments de l'histoire. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'en ce moment, en France, les enseignants-chercheurs, et notamment les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, sont très attaqués par le pouvoir. Récemment, le Sénat a essayé de faire passer, qui ne s'est pas passé heureusement, mais une façon de restreindre notre liberté d'expression. Ce n'est pas passé heureusement, mais le ministre de l'Éducation nationale a déclaré qu'il y avait des islamo-gauchistes dans l'université française. Et toutes les études auxquelles on participe ici dans ces journées, notamment les études intersectionnelles, sont attaquées en ce moment très très fortement, en France aussi. Donc c'est important de le savoir. Oui. C'est vrai, c'est vrai. J'allais te demander de faire un commentaire à ce sujet et aussi en même temps te demander, voilà, ce que tu viens de rappeler, j'ai vu passer
les nouvelles même par mail, par les grammes, les réseaux Oui, 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 oui. d'échanges des chercheurs en linguistique, mais aussi te demander de savoir si tu as déjà étudié un peu plus sur ces populations que tu as nommées comme populations subordonnées, populations qui sont culpabilisées, si tu as te dédié un peu plus à penser ces politiques d'austérité avec ces populations, quelles sont ces populations, quel type de population, si c'est qu'en Europe, enfin. Non, je n'ai pas vraiment travaillé sur ces points. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des populations qui sont particulièrement ciblées par ces discours. C'est les pays du sud de l'Europe. Il y a une vraie scission entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Les pays du sud de l'Europe, et la Grèce en fait partie forcément, sont considérés comme des populations qui ne travaillent pas. Généralement, dans ces discours-là, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas très sérieuses, parce qu'il fait chaud, etc. Alors que les pays du nord de l'Europe seraient les pays travailleurs, etc. Il y a vraiment cette scission qui existe en Europe et qui est très très forte dans les journaux, en tout cas à l'époque où on a parlé de la crise de la Grèce, ou encore la crise de l'euro, la crise des dettes publiques. Il y avait vraiment cette scission. Il y avait les bons élèves, comme ils disent dans les médias, qui sont les pays du nord de l'Europe, et puis les pays du sud, qui sont, qui sont les mauvais pays, et les fameux pigs. Hein, le terme est extraordinaire, utiliser ce terme de pigs, de cochon, hein, pour noter, pour, pour définir ces pays, c'est extraordinaire. Quoi. Donc, et dans les pays anglo-saxons notamment, et oui, il y a une forme très très importante. Mais après, je n'ai pas étudié en particulier les populations. Non, c'est pas. Moi, je suis plutôt du côté des médias, donc du coup, j'ai pas un travail de terrain où j'irai voir les populations. C'est intéressant ce que tu dis, qu'il y a il y a quand même un rôle sur les imaginaires, Oui, sur les populations, n'est-ce pas, qui sont imbriquées avec ce discours néolibéral. J'ai vu aussi passer dans tes analyses tout un lexique de la moralité, n'est-ce pas? La oui, honte, oui, oui. ignominie, culpabilisation, n'est-ce pas? Ça aussi paraît faire partie du fonctionnement discursif du discours néolibéral. Oui. Ouais, vas-y. Alors, je sais pas, là, c'est difficile de dire. Est-ce que c'est purement néolibéral? Est-ce que c'est simplement un moyen de convaincre, de persuader les gens en utilisant des termes qui sont déjà. Mais le discours néolibéral reprend, comme je l'ai montré dans mes travaux précédents, reprend le bon sens, ce qu'on appelle le bon sens. Bien sûr, il faut mettre beaucoup de guillemets autour de bon sens, euh, mais reprend le bon sens populaire. Et donc, par exemple, une dette doit être payée. Ça, c'est quand on a une dette, on doit rembourser sa dette. Ça, ça fait partie du bon sens populaire, même si c'est faux, parce que c'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà. Et donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui est lié à la dette. Il y a vraiment, dès qu'on touche la dette, on touche la morale d'une certaine façon. Est-ce qu'on se comporte bien? Est-ce qu'on se comporte mal? On revoit dans le comportement ici, et cette idée de comportement qui renvoie bien sûr à la conduite des conduites de Foucault. Donc, mais voilà. Je pense que si on. Est-ce que c'est purement néolibéral ou est-ce que c'est utiliser une manière de persuasion, tout simplement, d'un discours argumentatif pour mieux persuader les gens? Ça, c'est difficile de distinguer les deux, quoi, je crois. Hein. De toute façon, ça joue un rôle dans la production des effets de Oui, son. Et voilà. Il y a aussi et on va finir par ce commentaire de Josemar. Elle vous félicite par la bellissima conferência. Elle a dit que você percebeu sua pesquisa, vous avez remarqué dans vos recherches un discours de, est-ce que vous avez remarqué dans vos recherches un discours de résistance à ce discours de la dette qui circulait plutôt dans les médias? Et est-ce que ce serait possible de penser à un consensus, à une conduite des conduites, aussi à partir d'un discours de résistance? alors, de mon point de vue, moi, j'analyse les médias mainstream. Donc, forcément, dans les médias mainstream, ils sont tous d'accord, ou presque. Hein, les nuances, elles sont assez fines, assez peu nombreuses. Hein. Ils sont tous d'accord pour avoir le même discours qui va être très néolibéral. En réalité, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, dans mon travail. Après, forcément, il existe d'autres journaux, comme je pense par exemple au Monde diplomatique, ou peut-être à l'Humanité, qui est un journal du Parti communiste, qui vont dire autre chose. Et ça, je l'ai vu.
j'ai vu, mais après, je n'ai pas analysé les propos des gens. Parce que moi, je reste dans le discours des médias, donc forcément, je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas analysé. Mais heureusement, il y a un contre-discours dans d'autres organes de presse, mais qui ne sont pas, bien sûr, le courant principal, le courant mainstream, qui dit toujours la même chose. En réalité. Ils sont tous d'accord les uns avec les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche, considérés comme étant de droite ou de gauche, parce qu'en réalité, Le Monde, qui est un journal qu'on considère comme étant centre-gauche, là, typiquement, depuis que je l'étudie, depuis les années 90, du point de vue économique, il a un discours purement de droite, purement néolibéral. Et il en va de même pour le Nouvel Obs, par exemple, qui s'appelle l'Obs maintenant, qui était avant le Nouvel Observateur, qui est un journal qui était proche du Parti socialiste, qui a maintenant un discours, du point de vue économique, complètement néolibéral. Donc, dans les journaux mainstream, il n'y a plus qu'un seul son de cloche. Après, si on regarde bien sûr d'autres journaux, on peut trouver des journaux, il en reste heureusement encore quelques-uns, qui permettent de voir autre chose, d'avoir un autre discours. Donc, on peut se construire, pour répondre à la question, essayer d'y répondre. Je pense qu'on peut essayer de se construire autrement, mais à ce moment-là, je ne parlerai pas de conduite des conduites, puisqu'il n'y a pas un pouvoir qui va essayer de manipuler de la façon dont on se conduit là. Donc c'est plus une conduite des conduites, du coup c'est une façon de s'opposer, de se construire autrement, de se construire en s'opposant. Je pense que le terme de conduite des conduites ne conviendrait pas ici. Il y a quand même Foucault aussi, il a étudié la révolte, la possibilité de, voilà, n'est-ce pas? Donc il y a, si on veut penser par Foucault, il y a d'autres notions. Pour finir, je voudrais dire que c'était vraiment intéressant le fait que tu as pu faire une articulation Pêche-Foucault. Ici au Brésil, il y a souvent ce type de questions des gens qui, normalement, de ceux qui sont en train de commencer à étudier l'analyse des discours et qui ont cette impression qui Pêcheux et Foucault ne dialoguent pas, alors qu'il y a plusieurs théoriciens et chercheurs d'analyse des discours au Brésil, dans l'actualité notamment, comme Monica, et qui ont un très fécond dialogue avec des chercheurs qui s'inspirent des lectures foucaldiennes. C'était très bien de commencer avec ce texte. Et je te remercie aussi de faire ce mouvement vers un dialogue avec la notion d'intersectionnalité qu'on est en train d'exploiter en ce moment ici dans les recherches, vraiment comme une hypothèse de travail pour penser les rapports de pouvoir et les rapports d'oppression. Donc, j'étais très contente de t'entendre parler deux, trois mots à ces sujets au départ. Et justement, à la fin, tout à l'heure, tu as commenté l'attaque. Et c'était dans un des discours de quelqu'un du ministère de l'Éducation, il a mentionné justement les théories intersectionnelles. J'étais très contente. Oui, justement. Oui, donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux commenter encore un peu, mais c'était ça. C'était des commentaires très généraux. Il y a le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi un appel, et ça c'est plus grave. En France, il y a l'appel des 100. Ils se sont appelés l'appel des 100, qui est 100 signataires. Et ce sont des collègues universitaires qui attaquent dans leur papier, ils attaquent les islamo-gauchistes et les études intersectionnelles, etc. Donc ce sont des universitaires et des universitaires de sciences humaines et sociales qui attaquent certaines universités françaises. Enfin, là, ça fait vraiment peur. Effectivement, on est dans un moment un peu difficile, on va dire. Il vaudrait mieux organiser un colloque où on discuterait, parce qu'en plus, ce sont des invectives. Voilà, on vous envoie des mots au visage comme ça, et il vaudrait mieux organiser un colloque sur ce sujet, et même on disputerait peut-être pendant le colloque, mais au moins il y aurait un échange scientifique plutôt que de s'envoyer des termes au visage comme ça. Ok, très bien, merci Thierry. Merci beaucoup. Merci. J'aurais très plaisir de vous parler. Ça nous a fait plaisir de t'entendre. Donc, j'espère vraiment te recevoir ici à l'Université fédérale du Maranhão en présentiel. Com muito prazer. Com muito prazer. Et on va parler encore plus de portugais prochainement. Donc, merci à Maïsa, merci Josemara.
Obrigado. Oui. Merci à tous ceux qui sont là et qui vont pouvoir assister à cette conférence sur la chaîne YouTube. Elle sera mise à disposition pour ceux qui seront inscrits. Et on vous remercie de participer à notre journée d'études. On continue dans quelques jours. Ciao, Gloria. Et à bientôt.